Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Eh bien le bonjour à tous mes très chers ruralistes, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous pour sa petite et traditionnelle gazette du village où on va revenir sur les différentes news, Game Workshop mais également les news, les actualités côté podcast et association. Et on va d'ailleurs commencer par ceci, les petites actus fraîches de l'association. Bon, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu une petite gazette, du coup il y a pas mal de trucs à couvrir, notamment ce qui fut la première collaboration Tupper Warp. Donc ça s'est fait avec l'association Arcane, qui est basée autour de Compiègne, pour un événement narratif nommé le Arcane Hammer. Et ce Arcane Hammer, c'était un week-end tout à fait délicieux qui nous a proposé une expérience de jeu véritablement enrichie. Donc déjà, c'était un événement narratif, donc il y avait une véritable narration, et d'office, grâce te soit rendu professeur KO, parce que tu as réussi à écrire un truc, mais qui tenait complètement la route, peu importe finalement les factions en présence, le truc tient complètement la route narrativement parlant, et du côté du jeu, là l'expérience elle était mortelle, parce que c'était vraiment un exercice de jeu Warhammer 40 000 complètement réadapté et inspiré par bien d'autres choses. C'était inspiré notamment par les systèmes de jeu qui ont été mis en place dans le bouquin de campagne Narmund, donc c'est-à-dire des systèmes concernant les frappes en profondeur, les arrivées de renforts stratégiques, des petits mécanismes différents et un déploiement qui consistait à se déployer par vagues successives. Donc autant dire que le format à 1000 points, donc on était en 2 versus 2 pour la première partie, il était complètement chamboulé par tout ça et c'était tout à fait excellent, quoi. On pouvait vraiment faire des frappes en profondeur dangereuses, des arrivées précipitées de partout, un déploiement en vague, donc il fallait tout d'abord découper sa liste à 1000 points en plusieurs vagues, donc avant même de jouer, il y avait une espèce de stratégie à mettre en place sur les différentes vagues d'assaut, quand est-ce qu'on allait les faire intervenir et surtout avec quoi. Donc déjà une première partie tout à fait cool qui s'est suivie par une bonne vieille partie en boarding action. Donc là je vais pas revenir dessus, boarding action c'est toujours un succès et ça prenait place tout ça au sein d'une véritable narration. Donc un coup on était dehors, un coup on était à l'intérieur. Donc moi j'étais venu en Blood Angel avec une liste assez populeuse justement pour pouvoir profiter à fond de ces vagues d'assaut successives. Moi j'aime bien avoir beaucoup de figurines quand on joue ce genre de scénario un petit peu adapté. Quant au lendemain, le lendemain, les mecs, c'était le futur. Là, clairement, on était sur une partie premium, c'est-à-dire une grande map dans laquelle il y avait des éléments extérieurs et intérieurs. Donc, il y avait une moitié de cette boarding action en plein milieu d'une map de 1000 points. Et au sein de ce set boarding action, il y avait une bataille sur plusieurs niveaux. Donc on pouvait aller à la cave, et cette cave elle était représentée par une seconde moitié de cette boarding action sur une table juxtaposée. Et là il y avait encore des adaptations de règles de partout, donc toujours des choses inspirées du système de déploiement Narmund, mais plein d'autres choses, des petits stratagèmes signatures qui avaient été mis au point, des espèces d'événements à mettre en place durant sa partie, des événements souvent mais décisifs. Waouh! C'était absolument parfait. Honnêtement, cette partie-là, elle était largement dans mon top 10 de mes games à Warhammer 40 000. C'était énorme. Le prix à payer, c'était que waouh, quelle gamberge! Le dimanche matin, je veux dire, quand tu lis le petit potin de règles là, en fait, donc on était toujours en 2 versus 2, on a pris tous ensemble une bonne heure, voire 1h30. En fait, à réfléchir à tout ça, c'est comment on se déployait, comment on découpait nos vagues d'assaut. Ensuite, il y a le temps naturellement d'assimiler toutes les règles auxquelles on allait avoir droit. Ça peut paraître un peu
touffu tout ça, et en plus bon, moi je me suis levé avec encore pas mal de binous dans les yeux. Ça n'a pas aidé, mais le résultat, c'est une partie mais aussi bien nébuleuse que passionnante, qui nous aura pris du coup toute l'après-midi. Une partie, franchement, de rêve. Et je crois que le dimanche, là, tout le monde a eu droit à cette même forme de partie. Ouais, parce que le mec, il a fait des scénarios custom pour chaque table, hein. Donc vraiment fabuleux. Et à vrai dire, ça mérite bien d'être partagé tout ça. Donc je vais vous mettre sous peu les ressources. Avec l'aval du professeur K.O. naturellement, je vais vous mettre les ressources dans la section dédiée à cet événement qui est désormais archivé. Parce que libre à vous de pouvoir vous en inspirer. Et pour ma part, je ne vais pas me priver parce qu'honnêtement, donc c'est des choses que j'avais déjà théorisées en amont, mais sans encore les avoir essayées. La partie 40K crossover board in action avec du multitable, du multiniveau. Waouh, c'était absolument trop cool. Là, on redécouvre véritablement une autre manière de jouer et ça, c'était génial. Et qui plus est, ça s'inscrivait dans une véritable narration. Donc, que demander de plus? Ce dimanche était à marquer d'une pierre blanche et semble, pour ma part, représenter en fait l'avenir de ce que pourraient devenir les réunions Tupperware, quoi. Voilà, des événements narratifs avec du multitable, multiniveau et règles adaptées. Oh yeah, là c'est là si tu veux, on n'est pas du tout sur du match play débile, hein. Là non, vraiment, c'est de la partie théorisée à 100%. Donc superbe événement. On a bien bu, on a bien mangé, c'était pas trop loin. Grand merci en fait à toute l'équipe d'Arcane, hein. Vous avez vraiment très bien travaillé, l'accueil, vraiment, c'était absolument parfait. Donc une première collaboration qui s'est rondement menée, paisiblement, à petit effectif. On était une dizaine, mais c'était vraiment trop bien. Vivement la suite, et la suite, il y aura. Autre réunion Tupperwarp qui a été assez événementielle, ça a été naturellement l'apocalypse de Noël. Pour celle-ci, à vrai dire, j'ai beaucoup de choses à vous raconter et donc on va en faire une émission dédiée qui sortira dans pas longtemps. Donc rendez-vous tout bientôt pour l'apocalypse de Noël. Il se murmure même que nous aurons une petite vidéo faite par l'ami Petit Katsu. Donc stay tuned, ça va arriver. Et concernant le planning Tupperwarp de 2026, justement, je vous avais annoncé ça pour mi-janvier. Malheureusement, c'est un peu bousculé. Donc, je pense que ça devrait arriver dans les jours prochains. Mais il y a eu des petits soucis d'orga. Enfin, aucun souci grave. Mais si vous voulez, les réunions Tupperwarp, faut vous imaginer que je ne suis pas seul à être là-dedans. Outre mon équipe, mes petits villageois de proximité, il y a également les propriétaires des salles, la bouffe. En gros, c'est multifactoriel. Et en ce moment, je vis une phase où personne ne me répond. J'envoie des mails partout, j'ai pas de réponse. Donc, il y a une partie de tout ça qui est en suspens. Néanmoins, ça va se débloquer, je pense, assez rapidement. Mais bon, le planning, je pense qu'il arrivera pour maximum fin janvier. Donc, ça m'emmerde un peu parce que ça laisse moins de temps, en fait, pour venir voir les dates. J'en aurai une normalement à vous proposer pour fin février. Ça se passera à la grotte à bière. Mais bon, voilà, ce sera dans un mois. Donc, un mois, j'espère que vous aurez le temps, en fait, de vous organiser pour pouvoir venir. J'ai fait un petit sondage, là, à l'instant sur Discord, pour jauger un peu l'effectif global. Bref, le planning Tupperwarp 2026, il est un peu bousculé, mais néanmoins, il va arriver. À côté de ça, on a les petites formations de peinture qui commencent. Ça commence, il y en a un petit peu partout, là, disséminées dans le temps. Donc, petit rappel à ce sujet, le meilleur moyen de profiter de tout ça, donc chez le Rural Hammer Studio, il y a un site web, ruralhammerstudio.fr, n'hésitez pas. Le meilleur moyen d'en profiter, c'est de venir avec vos copains. Si vous vous inscrivez avec un effectif de 3 personnes, moi, d'une part, voilà, tout est fait. J'ai pas besoin de jouer les secrétaires pour savoir qui est dispo quand. Si vous venez à 3 personnes, avec vos potes d'association, avec votre famille, voilà, vous allez vivre la meilleure expérience de formation possible. Donc n'hésitez pas à privilégier ce format-là, sonder en fait votre entourage, savoir qui serait intéressé par une formation pinceau, aéro ou les deux. À vrai dire, il y a moyen de combiner si vous voulez faire plusieurs formations dans la foulée.
C'est tout à fait possible, comme par exemple 2 jours d'initiation aéro, suivi d'un «c'est notre projet», par exemple en commun, donc genre on va peindre une escouade, ou un format véhicule en commun également. Vous pouvez combiner, vous faites ce que vous voulez. Le client est roi, j'ai envie de dire. Et on va parler également des petits passages médiatiques qui ont eu lieu du côté de Ruralhammer, le podcast. Tout d'abord, il y a eu une petite interview chez RAF, la méthode RAF sur YouTube, RAF. Voilà, on s'est fait une bonne petite interview d'1h30, 2 heures là. On a pas mal discuté, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et j'ai également eu l'honneur de faire un petit guest vidéo chez Nono le Nurgling, qui nous a fait une superbe vidéo sur les figurines les plus chères de l'univers de Warhammer. Et naturellement, j'y ai fait une petite intervention avec mon Titan Warlord. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, la vidéo est très très cool. Encore une fois, montée de main de maître par notre ami Nono. Et on va finir sur un petit teaser. Ce sera un petit teaser de partenariat. Au mois de février, je vais vous annoncer un petit partenaire supplémentaire pour le podcast Ruralhammer et vous m'en direz des nouvelles. Il y aura un petit code promo, il y aura beaucoup d'avantages et il se murmure qu'il y aura moyen de faire des tables entières. Ah ah, qui ça peut être Bon voilà, c'était le petit tour des actualités côté Ruralhammer. J'en dis pas beaucoup parce qu'en plus, dans pas longtemps, à la fin du mois, c'est l'anniversaire du podcast, c'est les 2 ans du podcast et il y aura naturellement la petite foire aux questions qui va avec. Si vous avez loupé ça, vous pouvez m'envoyer 2 questions. Vous avez encore une petite semaine pour faire ça. Donc 2 questions, peu importe le moyen de me joindre sur Discord, sur WhatsApp ou ailleurs. N'hésitez pas, 2 petites questions concernant l'anniversaire, donc les 2 ans de Ruralhammer, et ça également, ça sort tout bientôt. Bon, on va pouvoir enquiller sur l'actualité Game Workshop cette fois. Il y a beaucoup à dire parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait une petite gazette. Et en plus, on sort d'un événement tout récent qui a eu lieu ce week-end de mi-janvier. Si on commence sur l'actualité générique entre guillemets, l'actu, elle a commencé dès fin novembre avec la sortie de la fameuse boîte Warhammer Quest Dark Water, une bien belle grosse boîte qui s'est vue en fait malheureusement un peu piratée par un prix que je juge un peu abusif. On a franchi le cap des 200 €. Si magnifique soient les figues, moi c'est un cap que je n'ai pas franchi. Honnêtement, cette boîte, elle me faisait de l'œil uniquement pour la peinture. Clairement, le jeu, je pense pas que j'aurais eu le temps de m'y intéresser. Pourquoi pas cependant, mais je vous en avais parlé à l'époque de ces figurines Nurgle qui m'avaient complètement tapé dans la rétine. Bah ouais, mais au-dessus de 200 € pour moi, c'est tout simplement trop. Là, on parlait juste d'un petit projet de peinture sympa. Mais c'est un cap que je n'ai pas franchi, donc dommage. Je trouve que vraiment le tarif est très très piquant pour un side game comme celui-là. À l'époque, voilà, on avait le Curse City, il était à 150 €. Là, c'était tout à fait raisonnable. Là, plus de 200 € pour moi, c'était niette. Pour un petit projet récréatif comme ça, c'était beaucoup trop cher. Bon, néanmoins, ça n'enlève rien à la qualité de ce qui nous est proposé dans cette boîte. Mais malheureusement, ça s'est fait sans moi. Et ensuite, Game Workshop nous a une fois de plus offert un calendrier de l'Avent. Donc, un jour, une news jusqu'au 25 décembre. Et ce calendrier de l'Avent, on en avait eu une incarnation précédente en fin d'année dernière. Donc fin 2024, et ça avait été à l'époque une expérience tout à fait intense avec des nouveaux détachements absolument tous les jours. À vrai dire, des détachements qui à l'époque, selon moi, mettaient quand même l'accent sur la liste thématique, et ça j'en étais très heureux. Il y avait eu quelques trucs méta pétés un peu dans le lot, à vrai dire je crois qu'ils n'avaient même pas fait exprès, mais c'est vrai qu'on avait eu droit à de nombreux détachements thématiques qui venaient largement enrichir l'expérience de jeu, surtout pour les joueurs comme moi, qui aiment bien raconter des histoires avec leur liste d'armées. Cette année, on a vécu une expérience beaucoup plus
paisible. Assez peu de sorties finalement, des détachements, mais cette fois disséminés, et parfois juste ce qui allait être un petit texte de lore ou des petits articles sympas. Parmi ces articles sympas, on a trouvé des guides de peinture, notamment concernant les légions à Horus Heresy. Donc là, on est sur des guides peinture tout à fait dans la veine Heavy Metal, mais Heavy Metal touffu. C'est-à-dire que par exemple, pour une couleur, vous allez avoir 2 ombres, enfin donc 2 shades, et de 3 à 4 highlights. Donc on est vraiment sur la technique Game Workshop à l'ancienne, et du coup, en fait, que ce soit du côté loyaliste ou hérétique, vous avez tous les petits guides de peinture Heavy Metal qui vont bien pour peindre de l'Horus Heresy. Donc des petits articles quand même très sympas. D'autre part, on a eu des nouveautés, mais cette fois qui concernaient les sphères du jeu vidéo, avec des trailers un petit peu partout, que ce soit pour Dawn of War 4, qui s'annonce vraiment assez fabuleux, et d'autre part pour Total War Warhammer 40 000, là, une annonce qui a fait, je pense, l'effet d'une petite bombe. Je pense que chez nos amis gamers, le monde entier attendait ça, et c'est vrai que ces trailers, ils régalent, franchement. Bon, moi, je suis d'office un peu exclu parce que je n'ai même pas de machine sur lesquelles faire tourner ces petites merveilles. Mais c'est vrai que putain, il y a quelques réminiscences en moi. Ça fait longtemps que je joue plus aux jeux vidéo, mais quand je vois ça, c'est clair que ça donne envie de s'y remettre. Ok, je peux pas, j'ai peinture, mais j'avoue là, ils ont su quand même éveiller une certaine frénésie de la manette chez moi avec ces petits trailers. Donc véritablement très très cool. Et si on en vient cette fois aux petites actus concernant les règles, donc principalement avec des nouveaux détachements, faut avouer qu'on a été plutôt gâtés. Donc je vais pas en parler en longueur, je vais pas faire la review de tous les détachements. De toute façon, par exemple chez French Wargame Studio, ils en ont fait un article, enfin une vidéo par détachement. Bon, évidemment avec toujours ce côté un peu compétitif à l'esprit, mais néanmoins pour une petite review de règles, ça vous permettra d'y voir plus clair. Mais en tout cas, il y a eu quand même des bonnes surprises dans ces détachements. Par exemple, un détachement Astra Militarum qui met l'accent sur le côté vétéran. Donc ça, il y a 10 000 manières d'incarner ça. Il y a beaucoup de gars qui ont des régiments perso. En tout cas, détachement très bon qui peut également se montrer un petit peu peut-être trop fort. Là, je vais y revenir après, mais Warhammer 40 000 globalement est un petit peu en bout de course en matière de design de règles, chose qui se confirme par exemple avec un nouveau détachement dédié au Night Lord. Donc là c'est juste en fait une actualisation de celui qui était présent dans le codex Chaos Space Marine, donc une petite réécriture concernant ce Nightmare Hunt. Ce Nightmare Hunt, ok, on est toujours sur une synergie très intense concernant les Battle Shock. Ouais, mais les mecs, les Battle Shock, de une, c'est extrêmement basique comme règle, et de deux, ça n'a jamais gagné des parties. Donc là, d'office, ouais, on part sur un détachement plus thématique, donc qui aura toujours toutes mes faveurs, mais on sent que côté écriture de règles, ça devient un petit peu fatigué et redondant tout ça. Même constat concernant, par exemple, un nouveau détachement Blood Angels. Voilà, là je devrais être le premier à m'en réjouir. Quand je lis le truc, ouais, ça consiste toujours à charger et taper. Alors certes, je joue Blood Angel, faut pas s'attendre à autre chose, mais dans la mécanique de règles, il n'y a rien d'original, à vrai dire, il n'y a rien de nouveau. On a toujours les mêmes occurrences, on a toujours une multiplication des mots-clés. Ces mots-clés, en fait, qui, plus ils pullulent, moins ils sont légitimes, à mon sens. Donc c'est vraiment pas terrible. Par contre, ça relève un peu le niveau avec cette fois un nouveau détachement Harlequin, donc qui vient remplacer celui du Codex Aeldari, dont on avait parlé dans la review de Codex Craftworld bien crafté. Là, ok, c'est cool. Là, on retrouve beaucoup de saveurs chez les Harlequins, donc tant mieux. Donc, vous voyez, c'est un peu en dents de scie tout ça. D'un côté, on a des nouveaux détachements thématiques, de l'autre, on a des nouveaux détachements qui semblent un peu paraître méta-pétés pour le plaisir de nos amis les sportifs, et d'autres, d'autre part, on ressent quand même une certaine fatigue. Idem pour le nouveau détachement Emperor Children qui réhabilite Fulgrim.
Le détachement, il est juste là pour ça, il est là pour qu'on rejoue Fulgrim, pour qu'il redevienne absolument terrifiant sur une table. Bon, voilà, moi, ces nouveaux détachements, je vais pas vous mentir, ils m'ont pas passionné, hein. Idem du côté des Space Wolves. Voilà, les Space Wolves, ils en avaient déjà beaucoup, des détachements. Là, on y retrouve un détachement qui est pas, franchement, passionnant. Donc, voilà, on prend quand même, hein, si vous voulez, des nouveaux détachements, c'est toujours des nouvelles options de jeu, des nouvelles idées de liste. Mais globalement... voilà, là on sent quand même que le jeu est en fin de course, il n'y a plus grand chose de novateur, à vrai dire, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des choses qui ont un peu réinventé le gameplay, sauf cas très particuliers, mais voilà, on sent quand même une édition un peu en fin de course et une édition où règne en fait un certain power creep, chose que vient encore confirmer la petite balance data slate de ce mois de décembre, donc qui est intervenu au sein directement des grosses masses. Donc une data balance franchement pas passionnante, et j'ai envie de dire comme la dernière, des faction packs qui sont un peu remis au goût du jour, mais globalement, ouais, des coups en point également, mais globalement, bah voilà, pas grand chose à dire. Là, en fait, en l'état, Warhammer 40 000 est devenu un jeu complètement bourrin. Les précédentes Balance Data Slate, en vérité, c'était 90% de boost et de puissance et à peine 10% de nerf. Le résultat de tout ça, c'est que quelle que soit la faction que vous choisissiez, vous aurez accès à des combos complètement archi violents. Donc en fait dans les sphères compétitives actuellement, je pense que le jeu est très équilibré parce que toutes les factions sont hyper violentes. Par contre, en jeu narratif, là, on se prend un peu les pieds dans le plat de spaghettis parce que on a du mal en fait à contenir cette violence. Néanmoins, on y arrive encore, donc on va perdurer dans cette voie. En tout cas, je ne vais pas revenir en détail sur cette balance data slate. Moi, elle ne m'a pas intéressé. De toute façon, je ne vais pas vous mentir, durant ce dernier semestre, Warhammer 40 000 ne m'intéresse plus vraiment. Je vais continuer à y jouer naturellement, mais toujours à ma sauce. Donc voilà, quand on fait des événements avec des listes restrictives ou même des petites parties chez soi, ce genre de petites news, de petites balance data slate, en vérité, elle n'a aucun impact. Mais bon, moi, j'y vois quand même certains aveux d'échec, hein. Actuellement, quand on joue Space Marine, on joue Horde. Quand on joue Custodes également, on a énormément de Custodes sur la table. Donc si vous voulez, quand les coups en point de ce que sont censés être en fait des armées d'extrême élite, quand tout est très très peu cher en points et que vous avez un monde fou sur la table, là, à mon sens, moi c'est un aveu d'échec concernant l'équilibrage du jeu, que l'on baisse en points des troupes de Custodes. Ça paraît vraiment bizarre, hein, parce que les mecs, une fois au corps à corps, ils annihilent absolument tout. Là, on est en train de les brader. C'est quand même très bizarre. Bon, de toute façon, tout ça, je pense qu'on en parlera prochainement dans ce qui sera la petite rétrospective de la V10. Hein. Il y a beaucoup à dire, mais à vrai dire, il n'y a pas non plus grand-chose de passionnant à dire. Moi, ça fait un moment que l'actu Data Slate, je la suis finalement à peine. Je regarde juste ce qui concerne mes propres factions et à chaque fois, j'y vois les mêmes choses. Je vois des trucs, voilà, des ajustements en points, de personnages nommés, enfin bref, des trucs pas très très intéressants. Bref, on passe à la suite et ce calendrier de l'Avent, il s'est achevé sur la révélation de Huron Sombre Cœur, donc avec la venue en force des Red Corsair, enfin le grand retour des Red Corsair, donc une figurine d'Huron qui ne déçoit absolument pas, c'est tout simplement un énorme Chaos Lord. Sa tête, elle est assez parfaite, hein, parce que le mec, il a quand même pris cher, hein, à l'issue du siège de Badab. Bref, absolument pas décevant pour dessous, Huron Blackheart. Après, moi, la figurine, voilà, je ressens pas non plus une émotion intense, hein, à sa révélation. C'est un QG très sympa, il incarne exactement ce qu'on attend de lui, et vous me direz, eh bien, c'est déjà pas mal. Par contre, il est massif, le gaillard, il est beaucoup plus gros qu'un Chaos Lord standard.
Donc voilà, c'était un petit calendrier de l'Avent tout à fait paisible et j'ai envie de dire tant mieux parce que ils ont quand même fait le choix de bien nourrir la première moitié du mois de janvier en termes de news. Du côté des sorties, on a eu le droit à la nouvelle boîte Horus Heresy nommée Siege Assault Battle Group qui nous regroupait de l'infanterie lourde comme les nouveaux châssis Cataphracti, donc 2 escouades de Terminator Cataphracti, le nouveau kit de Breacher basé sur de l'armure MK3 et un petit Léviathan de siège parce que c'est toujours cool. Bon, cette boîte, je l'ai eu day one, j'ai déjà tout assemblé. Ce nouveau kit Cataphracti, honnêtement, il n'est pas décevant pour dessous. Il manque encore cependant d'options d'armement. Je sais pas comment ils vont gérer en fait la suite avec des armes de corps à corps. Hein. Des Cataphracti, évidemment, c'est avec un bouclier et un marteau qu'ils ont, à mon sens, le plus de gueule. Est-ce que ça prendra forme sous un kit séparé ou sous la forme d'une simple grappe d'amélioration comme ils font beaucoup en ce moment? On ne sait pas. Et concernant le kit de Breacher, écoutez, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est juste une grappe de boucliers et de casques supplémentaires à ajouter à vos armures. Donc là, il nous propose ça avec du MK3, mais j'en ai monté avec du MK2, ça se passe tout aussi bien. Donc des kits pas décevants du tout, une boîte qui piquait un peu quand même, c'était pas donné, c'était proposé à, je sais plus, 170 ou 180 euros. Il n'y a pas non plus une horde dedans. Horus Heresy, en fait, nous avait quand même habitués à plus généreux, mais néanmoins du contenu qui ne déçoit pas. Du côté des sorties, on a également eu droit à toute la vague de nouveautés du côté des Maggotkin of Nurgle, et donc qui s'allie parfaitement bien avec le contenu de la boîte Darkwater. Donc là, des figurines de toute beauté, comme on en avait déjà parlé, entre le Lord Festus, les Cavaliers, les nouveaux Blight Kings, les nouveaux Wrath Swords, et puis toute la piétaille, que ce soit les Pestigors ou les équivalents des Poxwalkers, enfin bref, là, il y a de quoi faire chez les Maggotkin of Nurgle du côté AOS. Honnêtement, des sorties, mais incroyables, des nouveautés vraiment de toute beauté. Donc, n'hésitez pas. Allez, la petite crotte de nez que Games nous lance aussi, c'est un petit Made to Order, un set d'armée Adepta Sororita qui vous est proposé une nouvelle fois à un tarif délirant. En gros, voilà, ils ressortent ça, mais 2 fois plus cher qu'avant. Excellent move, encore une fois, de la part de l'éditeur. Autre actu toute fraîche qui, à vrai dire, n'est pas encore disponible dans les précommandes, c'est la sortie de 4 nouvelles Battle Force concernant les dieux sombres. Donc des grosses boîtes, des grosses boîtes pour les 4 divinités du Panthéon. Donc des grosses boîtes qui sont franchement plutôt bonnes. Du côté des Emperor Children, on a quand même une solide base d'armée avec 2 escouades de troupes, 2 escouades de Noise Marines et un prince démon ailé. Tout à fait cool. La Battle Force de Khorne, elle est trop bien parce qu'elle joue justement l'alliance démon et World Eaters. Ça rejoint pas mal les missions que j'avais faites au printemps dernier, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelait Panthéon, qu'il y en a dans le pantalon, où je vous expliquais comment enrichir son gameplay dès lors qu'on choisissait un des 4 chapitres Astartes liés aux dieux sombres. Comment enrichir le gameplay? C'est tout simplement rajouter du démon en masse et jouer avec le détachement qui a vocation à faire ça. Et là, cette Battle Force de Khorne, elle est tout simplement GG. Vous avez du sanguinaire en masse, que ce soit à pied ou monté sur du Juggernaut. Vous avez un Lord Astartes sur Juggernaut, une escouade de Berserk avec un maître des exécutions. Très très bonne boîte. C'est plus nuancé du côté Thousand Sons, où là ils ont choisi l'enclume, c'est-à-dire que vous avez 10 Terminators, des sorciers, un maître infernal et une Mutalite à Vortex. Bon, pour le gars qui a commencé par exemple à jouer TS il y a pas longtemps, ça peut être un excellent complément, mais là j'ai plus de mal à voir le thème de l'armée derrière ça, c'est pas vraiment très cool. Et du côté de la Death Guard, là encore une boîte assez thématique parce qu'on a à la fois du Poxwalker, donc de la piétaille, et puis du lourd, donc du Terminator, ainsi que pas moins de 3 drones fétides. Et ça, avoir 3 drones fétides, c'est trop bien parce que vous avez plusieurs options d'équipement. Donc
du côté de la Death Guard, encore une bonne boîte. Bon, par contre, ils ont quand même abusé un peu à nous recycler le Lord Fetus et sa petite cohorte de 3 Terminator Blight Lord. Bon, je suis en train de les peindre en ce moment. C'est cool, mais néanmoins, c'est quand même 2 très vieilles figurines. À vrai dire, ce Lord Fetus, maintenant, il est jouable uniquement sous forme d'un Lord of Contagion. Ce Lord of Contagion qui était sorti dans Dark Imperium et dont on aimerait bien qu'il ressorte un jour sous la forme d'un kit véritable. Ensuite, l'actualité, elle a tourné pas mal autour de la campagne. Donc, cette fameuse campagne des 500 mondes d'Ultramar. Et donc, ils nous ont sorti naturellement les règles qui allaient avec. Donc, règles principalement orientées vers le capitaine Titus, désormais capitaine de la 2e compagnie, et de ses gardiens d'Ultramar. Bon, là, encore une fois, on voit que le jeu n'a plus grand chose à dire. Ce sont des règles très, très génériques. Voilà, où ça consiste simplement à faire un petit empilement de mots-clés et le tout en fait dans une ambiance qui d'office inscrit ce type de datasheet dans un exercice compétitif du jeu parce que c'est un peu pété tout simplement. C'est pas assez cher en points, c'est trop fort, bref, il n'y a pas grand-chose qui va. Même constat du côté des règles Necron, par exemple avec le Necrosaur Amantar, qui est une horreur. Une horreur complète, il a tous les mots-clés du monde, il fait du dégât, mais c'est un véritable boucher. Il a le Deep Strike, il a le Fight First, il a le Lone Operative, enfin il fait absolument tout, il a Sustain Hit, Reroll des 1 à la bless, enfin... En gros, il a toutes les règles du monde, il n'est pas assez cher en points et il est beaucoup trop bourrin. Vous vous doutez bien que du côté des Cthulhu, ça va être la même sauce et donc le Nightbringer est complètement insane. Idem, là aussi, il a tous les mots-clés du monde. Deep Strike, Feel No Pain, blablabla. Et ils ont écrit quelques Cthulhu dans la foulée et c'est du même ordre. Et donc, dans ces nouvelles règles, vous avez d'office ces nouvelles datasheets qui direct envoient du lourd. Mais vous avez également les nouveaux détachements. Et donc, des détachements où là, on trouve des trucs plus intéressants en fait pour mettre en scène quelques parties narratives, comme le détachement nommé Rapid Drop Deployment, donc un déploiement rapide qui va mettre l'accès sur les drop pods. Donc là, idem, je ne vais pas faire le tour de tout, mais il y a des trucs vraiment intéressants. Et un autre détachement vous permet de jouer ce qui est une armada de Space Marines, c'est-à-dire vraiment un gros déferlement de troupes. Donc moi, un détachement là qui a toutes mes faveurs parce que j'aime bien jouer populeux, y compris en Space Marine, là on a tout ce qu'il faut pour le faire et vos troupes vont prendre de la valeur de ouf, donc que ce soit les différentes déclinaisons d'intercessors ou des troupes plus spécialistes entre guillemets comme en ont les Black Templars ou les Space Wolves. Mais bon, là encore une fois, vite on se rend compte que le truc est bien trop balèze. Il n'y a pas de contre-mesure, il n'y a pas de garde-fou. Bref, on va se manger de la liste Astartes vraiment pétée, basée sur des troupes qu'on va pouvoir jouer jusqu'à 20 dans certains chapitres. Ça s'annonce tout à fait horrible. Et là, un article un peu événement, les mecs, parce que sur Warhammer Community, on a eu le droit à un article basé sur Boarding Action, avec des belles photos du nouveau set Tomb World, avec des petits spoilers, des missions qui sont disponibles dans ce pack de campagne. Bref, finalement, on n'apprend pas grand-chose et les missions qui nous sont proposées en termes de nouveautés, on a quand même un air de déjà-vu par rapport à ce qu'on a dans le bouquin générique. Mais néanmoins, on se rend compte que déjà, les sets d'accessoires qui sont proposés avec Tomb World, ils vont être utiles, ils s'incarnent définitivement en termes de règles. Donc, on va encore pouvoir modifier les possibilités de jeu. En tout cas, un petit article qui fait plaisir parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles de Boarding Action au sein de Warhammer Community. Et à ce titre, en fait, il y a une bonne dose de mystère qui plane un peu sur ce fameux Boarding Action. Comment vont-ils quelque part nouer ces retrouvailles ? Parce que globalement, on a eu un bouquin sorti à la rentrée 2024, donc ça fait bien 1 an et demi. Ils nous ont sorti ce bouquin clé en main. Et désormais, après 1 an et demi de silence, ils renouent avec ça. Donc on sait que dans ces bouquins de campagne, il y aura à nouveau
une mise à jour des règles. Alors ça, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra. À vrai dire, c'est bien dommage parce que chez les youtubeurs qui en ont fait la review, ils ont complètement passé sous silence cette partie-là parce que manifestement, ils n'y ont jamais joué. Mais du coup, nous, on est un peu dans le flou, hein, nous autres adeptes de l'abordage. Qu'est-ce qui va se passer en termes, je vous dis, c'est des retrouvailles. Donc, est-ce qu'ils vont changer un petit peu les règles ? Est-ce qu'ils vont revenir sur le fait que Board in Action est censé se jouer uniquement en index ? Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on vous met Titus et sa bande, et on vous met des détachements Board in Action qui vont avec. Donc, des détachements qui auront vocation à faire jouer Titus. Donc, Titus qui sera dans une version codex. Côtoirait-il des unités écrites en version index ? Je n'y crois pas une seule seconde. Donc, à mon avis, là, Board in Action, tel qu'il est redéveloppé, il va se jouer full codex. Mais est-ce qu'il y aura quelques garde-fous à ce sujet? Donc là, tout reste à découvrir pour l'instant. Un jour, on verra popper ces règles de détachement sur Wikipédia. Pour l'instant, je n'ai pas pu avoir un œil dessus et ce n'est même pas passé en revue chez les youtubeurs qui reçoivent un peu les packages en avance. Donc tout reste à définir concernant Board in Action, et c'est vrai que dans le meilleur des mondes, on aurait une simple petite actualisation des règles et surtout, et pourquoi pas, un accès au list building Board in Action directement dans l'application Citadel. Ça, putain, les mecs, il serait temps quand même. Là, vous êtes en train de redévelopper ce mode de jeu-là. La moindre des choses serait de faire un petit update logiciel. Bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve concernant Boarding Action. Moi, à vrai dire, je m'en fous un peu, hein, parce que tel que le jeu est écrit, je peux y jouer pendant 10 ans, toujours en mode index. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, on a quand même du grain à moudre pour ce mode de jeu, donc il serait dommage de s'en passer. Donc on verra bien ce que les mois prochains nous réservent concernant Boarding Action. Mais il y a quand même des raisons d'espérer que le truc soit remis un petit peu plus en avant. Autre petites actualités, ça concerne des sorties que l'on n'attendait plus. Il est là, il est bel et bien là, le nouvel Angron transfiguré qui est sur Forge World, qui est toujours en résine, donc ce qui constitue une espèce de contre-mesure par rapport à la tendance actuelle de recycler tous les sites Forge World en plastique. Là, non, c'est de la résine à l'ancienne, ça coûte plus de 200 €, le truc est truffé de détails, en veux-tu, en voilà. Donc, ça faisait à peu près 1 an qu'on était sans nouvelles de ce fameux Angron pour des supposés problème de développement, on n'en sait pas plus. Donc il est là, il est bien là, il est magnifique. Il est aux côtés de Lotara, la commandante du Conqueror, le vaisseau amiral des World Eaters, et il sort en même temps que le fameux Skitarii Battle Group pour Horus Heresy. Donc vous avez enfin accès au Skitarii dans vos armées du Mechanicum au 30e millénaire, et c'est une excellente nouvelle, c'est une jolie petite boîte. Encore une fois, hein, le Mechanicum n'en finit plus de nous proposer une gamme inédite, follement intéressante visuellement. Ça devient gentiment, je pense, une armée de rêve pour 30K. Tout est super dans le Mechanicum. Donc ça met fin à ce petit arc d'actualité générique côté Games Workshop. Donc il y a quand même eu pas mal de trucs, hein, si on additionne tout, beaucoup de nouveaux détachements, beaucoup de nouvelles datasheets, pas mal de nouveautés en termes de figurines. Bon, comme je vous l'ai dit, moi mon sentiment général c'est que 40K, à vrai dire comme à chaque fin de cycle de version, 40K semble être un peu à bout de souffle, il est pris dans un power creep absolument délirant, il peine à renouveler ses mécaniques de gameplay, donc je pense que ce sentiment, on est quand même nombreux à le partager, on est en train d'assister à la montée totale en violence d'un jeu, un jeu qui, dès le départ, nous, on a tendance à vouloir modérer. Bon là, au bout d'un moment, quand ça devient une folie à ce point, vouloir modérer, ce sera peut-être plus vraiment possible, donc on verra bien. Ça nous empêchera jamais de jouer, mais c'est vrai que à chaque fin de version, c'est la même comédie, quoi. La même comédie. Voilà, je me souviens qu'en V9, dans la dernière année du jeu, l'armée entière de Space Marine avait eu accès, sans stratagème, sans rien, hein, à un Armor of Contempt permanent.
voilà, c'était un moyen de, de lutter contre la violence du jeu. Bah ici, maintenant, c'est pareil. On baisse les points massivement. Plus rien ne coûte rien. Un Land Raider, c'est devenu Louis la brocante. Plus rien ne coûte cher. On joue en masse pour essayer d'absorber la violence du jeu qui semble devenu assez incontrôlable. Donc si les joueurs compétitifs semblent mener leur meilleure vie, tant mieux pour eux. Mais nous, c'est vrai que dans la sphère casu, on est une fois de plus un peu mis de côté. Mais Game Workshop continue toujours à faire le boulot, hein, et je pense que dans ses sorties à venir, là, concernant les campagnes, que ce soit 500 mondes ou le Maelstrom qui va suivre, on aura toujours à manger en fait du côté du jeu narratif, du jeu fun, voilà, board in action, scénarios originaux, croisades, etc. Game Workshop continue à faire le job, et bah, c'est tant mieux. Bon, bah, tout ceci nous amène gentiment au gros morceau de cette émission, la preview du nouvel an. Voilà, ça nous a été annoncé il y a un moment, ça nous a été teasé via des petites vidéos promotionnelles dont Game Workshop a le secret. Bah voilà, c'est parti, ça tombe et ça tombe massivement, hein. Franchement, on en a pris un peu plein la tronche. Et bah, qui s'en plaindra parce que bah, là, on a des nouveautés absolument terribles à se mettre sous la dent. Ça commence donc avec l'annonce du deuxième chapitre de cette campagne de fin d'édition qui se nomme le Maelstrom, donc en référence au cœur névralgique du système de Badab, hein, un système de Badab qui a vu naître une campagne intense, hein, à vrai dire, dans le lore ancien de Warhammer 40 000. Donc tout ceci est quelque part une forme de résurgence. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas entendu parler ni de la guerre de Badab, ni de ses répercussions. Et ben là, c'est chose faite. Et naturellement, parmi les répercussions de ce conflit, on a un chapitre renégat désormais nommé les Red Corsairs. Donc des Red Corsairs qui ont toujours eu leur mot à dire en termes de règles, mais qui par contre étaient complètement largués en termes de figurines. Bon, on n'est pas sur une sortie massive, mais on est quand même sur une sortie qui fait bien plaisir. Ça commence par Huron, qui nous a été révélé précédemment, mais cette fois accompagné de toute une suite. Une suite dans laquelle on retrouve un apothicaire, un chapelain, un maître des exécutions, une commandante de la flotte et une espèce d'alligator en armure. Je ne sais pas trop. J'ai pas lu le lore concernant ce petit animal, mais en tout cas, on est sur une escouade de beaux gosses complets. Et une escouade qui, je pense, sera quelque part un must-have pour tout joueur chaotique. L'apothicaire, par exemple, il prendrait place à merveille dans une armée de World Eaters. Le maître des exécutions, lui c'est simple, il peut aller partout, c'est une espèce de bourreau. Le Psyker, là, il est parfait, il peut se transformer en Thousand Sons sans le moindre problème. Bref, il y a juste l'espèce d'alligator armuré qui va être un peu coton à placer. À vrai dire, il pourrait être une espèce de mercenaire qui accompagnerait des croûtes. Ça me choquerait pas plus que ça. En tout cas, une escouade de commandement, mais complètement beau gosse, qui sera, je pense, un must-have. Là, dès lors qu'on joue par exemple Black Legion, c'est simple, ces figurines, vous pourrez toutes vous en servir. Donc, nul doute que dans l'avenir, on va voir énormément de kit bash qui part de ce kit-là. Tout est à faire, tout est trop bien, tous les bodies sont complètement exploitables, quel que soit votre chapitre renégat choisi, à vrai dire, hein. Donc excellent, et ça continue avec ce qui sera l'unité signature des Red Corsairs, ce sont les Raiders. Et là, mamma mia, ils nous pondent un kit, mais de toute beauté. Ce sont des choses dont on avait déjà parlé durant l'émission sur les Primaris, hein, où je parlais de la fin de cette ère Primaris. Eh bien, écoutez, les gars, ce kit, c'est l'exemple type de ce que sera le futur des gammes Astartes. On est sur un conglomérat d'armures anciennes mêlées à des éléments récents, le tout dans un style, mais du feu de Dieu. Et là encore, ces Red Corsairs, tout truffé de fourrure, de cheveux longs, donc réellement un look renégat pirate. Et bien ce kit, il peut vous servir à faire 1001 choses, hein. Idem, là aussi, le joueur Black Legion pourra faire absolument ce qu'il veut de ce kit, hein, des élus, des légionnaires, peu importe, mais on peut voir plus loin, et avec un peu de réadaptation, ce kit-là pourrait nous faire de superbes Space Wolves également. En tout cas, kit
magnifique. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'un des plus beaux kits de toutes les gammes Astartes. C'est à tomber par terre. C'est vraiment à tomber par terre. Là, vraiment, niveau sculpte, niveau design, niveau personnalité, tous les curseurs sont au maximum et c'est un vrai régal. Et là, encore une fois, libre à nous de faire marcher notre imagination pour en faire un peu ce que l'on veut de ce kit. Mais vraiment, là, c'est top, hein. C'est vraiment top. Il y a des micro-détails partout, hein. Vous voyez quelques petits pendentifs à Eldari qui tombent dans leur ceinture. Il y a des détails de fou. On est sur beaucoup de cuir, beaucoup de tissu, beaucoup de fourrure. Vraiment un apparat de pirate Astartes, mais complètement réussi. Et du coup, pour les mener, on trouve également un nouveau Chaos Lord, un Chaos Lord Red Corsairs, qui est du même niveau que tous les Chaos Lords récents, c'est-à-dire que c'est un kit vraiment multipart que vous allez pouvoir personnaliser à fond. Là encore, naturellement, c'est un kit de rêve pour tout joueur chaotique, hein. Le truc va vous permettre de faire plein de choses différentes, vraiment. Voilà, si on décide de jouer 2 Chaos Lords, on prend le générique et celui-là, on a 2 Chaos Lords avec un look radicalement différent. Et pour compléter la gamme Red Corsairs, là, on va moins se réjouir, mais on nous propose des simples petites grappes d'amélioration. Donc, c'est quelques têtes, quelques armes et naturellement les épaulières, pour pouvoir quitter les kits de Chaos Space Marine existants. Donc on peut avoir des petits légionnaires siglés de leur appartenance aux Red Corsairs. Donc naturellement, c'est moins fou, hein, concernant ces kits-là. On est sur du simple, de la simple petite accessoirisation, que ce soit sur les Terminators, que ce soit sur les légionnaires. Et le tout vous est offert dans une grande boîte, donc une toute nouvelle Battle Force, donc une grosse boîte. Cette Battle Force, elle est généreuse comme tout, hein. Vous trouvez le nouveau Chaos Lord, vous trouvez le kit de 10 Raiders, un kit de 10 légionnaires, plus un kit de 5 Terminators, chacun avec leur petite grappe d'amélioration. Et pour finir, 10 membres de la garde Renegade. C'est un kit Kill Team. Bref, une superbe boîte, hein. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et moi, quand j'ai vu ça, le premier réflexe, ça a été... Body action! Body action! Ouais, les mecs, parce que là, honnêtement... on a tout ce qu'il faut. Là, il y aura des nouveaux détachements Boarding Action proposés dans le bouquin de campagne. Cette boîte, elle sera là pour, à mon avis, pour tout, hein. Vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez à partir de cette boîte pour incarner les Red Corsairs à Boarding Action. Et j'ai envie de dire que c'est une faction, mais qui s'y prête à merveille. C'est une faction de Raiders, c'est une faction de pirates. Les mecs, justement, l'abordage... c'est leur dada, donc incarner ça naturellement, ça donne très très envie. En tout cas pour ma part, j'imagine que c'est une possibilité de petite faction bonus à faire un de ces quatre. En tout cas, je me vois pas par contre utiliser les kits génériques Black Legion SMC pour faire ça. À mon avis, vous prenez 2 boîtes de 10 Raiders là, et avec un peu de kit bash, vous en faites 4 escouades bourrées de personnalité. En tout cas, les cultistes également, c'est une bonne idée. Enfin, plutôt les éléments de la garde Renegade, c'est une très très bonne idée. En tout cas, voilà, Red Corsairs, pour moi, d'office, ce sera complètement boarding action approved, et je m'en félicite, hein, parce que là, on part sur quelque chose de très très sexy. Et vous me direz, ces Red Corsairs, il fallait bien mettre une faction en face d'eux. Eh bien, on continue dans la piraterie avec cette fois les fameux Corsaires Eldar. Donc des Corsaires Eldar qui existaient déjà sous la forme d'un kit Kill Team, hein, dont je vous ai déjà vanté les 1001 mérites, hein, c'est un de mes kits préférés. Donc le fameux kit de 10 Corsaires à pied vient s'enrichir de tout un tas de figurines supplémentaires, comme par exemple le prince Iriel, hein, lui il était attendu. Il est là, il ne déçoit pas. La pose peut être un petit peu surprenante. À vrai dire, je préférais la pose précédente. Mais néanmoins, voilà, on s'en fout. Il est là, il est bien fait. C'est très cool. À ses côtés, on trouve la toute nouvelle escouade de Sky Rivers, donc des corsaires à jump pack, hein, avec des petites ailes. Franchement, ils sont tout mignons. Voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est un excellent complément au kit de corsaire à pied. Il y a énormément de détails, les têtes sont mortelles, les armures sont mortelles. Ça, plus ça, on commence à voir les possibilités d'une armée corsaire entière. Et
autre perso pour les nommer, c'est une espèce de grand prophète corsaire. Alors lui, il est absolument GG. Il fait directement référence à une illustration bien connue de Sir Jess Goodwin qui vient de partir à la retraite d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier ou pas. Bref, une espèce de prophète corsaire qui est absolument magnifique. Et pour finir, on a un nouveau véhicule, un nouveau kit plastique qui va pouvoir se décliner sous 2 formes. La première d'entre elles, c'est naturellement la Viper. Et la Viper 2.0, entièrement refaite avec une nouvelle petite tourelle d'armement. C'est vrai que l'ancienne commençait déjà à afficher le poids des ans. Ici, on n'est pas dans une révolution, à mon sens, mais néanmoins, on est dans quelque chose qui ne déçoit pas le moins du monde. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Voilà, nouvelle Viper, elle est géniale. Mettez-m'en 2, s'il vous plaît. Et l'autre variante, alors ici, beaucoup plus surprenante, c'est le véhicule qui va être dédié au Corsair. Donc, il s'appelle le Starfang. Là, par contre, c'est bizarre. La tourelle pointe vers l'arrière du véhicule. Du coup, ça nous donne un profil qui est tout tassé. Ouais, en gros, ça, je suis pas fan du tout. Je trouve que la Viper est autrement plus belle que ce drôle de véhicule avec ses armes qui pointent dans la mauvaise direction. C'est tout à fait bizarre à mon sens. Donc, à mon avis, il y aurait quand même moyen de bricoler une Viper avec un canon à distorsion. Ça pourrait faire un Count-As Starfang excellent. Mais là, ouais, le choix est vraiment très bizarre. Donc, je sais pas si dans le lore, il y aura quelque chose pour expliquer ça ou pas. En tout cas, tout ce nouveau petit monde vous est proposé là aussi dans une toute nouvelle Battle Force qui regroupe naturellement le prince Ariel, le nouveau prophète, un kit de 10 corsaires à pied, 2 escouades de 5 Star Weavers et une nouvelle Viper. Bon, c'est un kit qui me paraît un peu plus chiche que l'offre du côté des Red Corsair. Il y a moins de monde, mais à vrai dire, on y est habitué. Les figurines Eldar, ça coûte toujours une fortune. Nul doute que ces Sky Rivers, ils vous seront proposés en boîte de 5 à 50 €. Donc naturellement, ça fait vite monter les chiffres. Néanmoins, cette boîte, je la veux. Ça, c'est clair et net. Je la veux, plus une deuxième Viper, s'il vous plaît. C'est à emporter, merci. Donc voilà, 2 toutes nouvelles factions qui prennent place dans cette nouvelle campagne. C'est pas décevant, il y a beaucoup de nouvelles figurines. Tout ce petit monde, naturellement, est taillé pour le board in action. Et là, ouais. Là, on est récompensé. Franchement, c'est super. Tout est cool, tout est vraiment cool. Le prince Ariel, je lui trouve pas de génie particulier. Nul doute que je vais peut-être m'en faire un autarque de ce petit mec. J'aime tout. À vrai dire, j'aime tout, sauf le fait que ce soit un personnage nommé. Donc on verra ça en temps voulu, mais ça va être cool. Hein. Là, ça va vraiment être cool de faire s'affronter des corsaires Eldar face à des corsaires renégats du chaos. C'est trop bien. C'est trop bien, donc deux révélations vraiment très 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 réussies et on a hâte de voir ce qu'elles auront dans le ventre en termes de règles et plus particulièrement en termes de board in action. Pour accompagner ces nouvelles sorties Maelstrom, on nous propose des nouvelles petites combats de patrol. Donc comme précédemment, ils l'ont fait avec celle des Necrons. Et on est quand même sur de la combat de patrol assez intéressante, notamment du côté des Sérastes, où on a un vrai petit bataillon de Sérastes tout mignon comme tout, avec une succube, 10 Sérastes à pied, 3 Reavers, 2 Venom et 5 Hélions. Donc vraiment toute une batterie de troupes aéroportées, rapides comme le vent. Celle-là, à mon sens, elle est à pas louper, vraiment. Très... Après, voilà, il demeure l'incertitude quant au renouvellement de la gamme Drukhari. On n'en sait encore trop rien, mais en tout cas, en l'état, moi, ces figurines, je les trouve toujours top. Les Hélions, j'adore. Les Reavers, j'adore. Les Venom, ils sont magnifiques. Ça peut être un achat envisagé, à vrai dire. Bon, je m'en fous, j'ai déjà tout. Mais c'est une très, très bonne combat de patrol. Et on retrouve de l'autre côté une autre combat de patrol Votann, beaucoup plus thématique, avec 2 unités de Steeljacks, il me semble que c'est leur nom, là, les espèces de robots au contour plus humanoïde, avec un QG, 3 motos. Bref, une petite patrol plus chiche, évidemment, en nombre de figurines, parce qu'on parle de figurines plus chères, mais qui demeure quand même très stylée, qui peut faire un bon complément pour les joueurs Votann. Si on continue maintenant dans les autres jeux du côté des révélations, naturellement on a eu le droit à AOS avec la révélation de nouvelles unités de Ossiarch Bone Reapers qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Écoutez les gars, c'est toujours de l'Age of Sigmar, donc naturellement ce n'est jamais décevant. Bon, ici moi j'ai toujours eu un problème avec cette armée en termes de design.
ça ne me parle pas trop. On est à la croisée entre une armée de squelettes et des zombies. Enfin, il y a quelque chose qui a toujours été très très particulier dans la direction artistique de cette faction. Moi, clairement, c'est pas ma came du tout. Je ne m'y retrouve pas du tout. Je trouve pas ça très beau. Les figurines, naturellement, sont toujours de très haut niveau, hein. Voilà, ça reste de la OS. On a une nouvelle Battle Force qui est franchement impressionnante. On a une nouvelle Spearhead qui là aussi paraît intéressante, mais là j'ai l'impression qu'on voit quand même cohabiter des vieux machins avec des tout nouveaux, le tout dans une direction artistique à laquelle moi je n'adhère pas. Donc aussi Arcbone Reapers, de toute manière je crois que c'est une faction vraiment très très peu jouée dans AOS, je ne l'ai jamais vu à vrai dire. Donc voilà, je pense que c'est quand même une sortie un petit peu anecdotique. Néanmoins, on mange très bien, hein, quand vous voyez les chars là, ils sont superbes. Mais je pense que ça ne s'adresse pas à grand monde. Et c'est vrai que moi je trouve beaucoup plus de charme dans une armée classique de Roi des Tombes à Old World. Là, c'est un peu trop squelette 2.0. Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans cette armée sans trop savoir quel mot mettre sur ce malaise. Bon, bref, je laisse le relais à ceux que ça intéresse, mais là, ici, on est sur une petite sortie. Côté AOS, pas grand-chose de plus à en redire. L'autre actu AOS, c'est la refonte, enfin du moins la sortie en Battle Tome des disciples de Tzeentch qui vont s'accompagner d'un Fate Master. Et ben là, les gars, la figurine, pouah, elle est à tomber par terre. Honnêtement, je me demande si c'est pas ma figurine préférée parmi tous ces reveals. Elle est superbe, quoi. Vraiment, c'est un sorcier de Tzeentch, mais il y a une espèce d'asymétrie dans cette figurine que je trouve mais intéressante de ouf. Il y a peu d'éléments. On est sur une petite figue, mais néanmoins, tout est à sa place. Tout est superbement bien choisi. L'armure, elle est magnifique. Bref, cette figurine, je la trouve mortelle. Le Fate Master de Tzeentch, c'est vraiment un sans faute. On va trouver également quelques petits éléments de décor qui sont superbes également. Alors là, ça, à peindre à l'aéro, ça doit être un vrai régal. Donc ce sont des espèces de piliers magiques et honnêtement, ils se sont vraiment lâchés sur la sculpture. C'est organique, c'est éthéré, c'est solide à la fois. Là, c'est un vrai carton, je trouve. Ces éléments de décor sont magnifiques et ils peuvent naturellement être utilisés pour bien des choses, hein. Si vous faites des parties narratives à Warhammer 40 000 avec par exemple des Tsangor ou des Thousand Sons, ces piliers, ils pourront largement vous servir à faire quelque chose, que ce soit des objectifs stylés ou tout simplement des manifestations psychiques de toutes sortes. Et ces disciples de Tzeentch s'accompagnent d'une superbe Battle Force, mais cette fois intégralement de type démoniaque. Et ça, des Battle Force de démons comme ça, on en aurait voulu 4, les gars, parce que ça manque cruellement dans l'offre commerciale actuelle. Ici, vous avez absolument tout. Vous avez 10 horreurs roses, 10 horreurs bleues, toutes les petites flamèches là, 3 flemmeurs de Tzeentch, 3 screamers de Tzeentch, un énorme char, un autre démon qui jette du feu, là je me rappelle plus comment il s'appelle, et naturellement un bon vieux gros duc du changement. Donc là, c'est une armée totale, prête à jouer. En l'état, ça doit faire à peu près 1000 points, c'est magnifique et on veut ça pour tous les dieux du Panthéon, hein. Vraiment, moi, ils me sortent ça en Nurgle, ça c'est achat tout de suite, hein, vraiment. Parce que là, à l'unité, les kits de démons, ils sont à la fois vieillissants, mais ils sont aussi super chers. Là, typiquement, une Battle Force de cet ordre-là, c'est un tout à fait bon plan. Et pour finir, on a même également droit à une Spearhead pour AOS uniquement composée de Tsangors. Donc là encore, des Tsangors qu'on va pouvoir utiliser dans bien d'autres choses. À 40 000, ça fera largement la blague. Donc, une offre de Tzeentch qui est géniale. Vraiment excellent. On a un nouveau perso de toute beauté. On a des boîtes en veux-tu, en voilà. Et naturellement, il fallait mettre en face un petit ennemi. Et ce seront les luminettes qui répondront présents. Je vais pas faire le... En gros, c'est pareil. On a un nouveau perso qui est pas décevant, honnêtement. Il est superbe. De toute manière, luminettes, ce sont des figurines magnifiques. Mais un nouveau perso vraiment multipart. Trop bien. Le nouveau Battle Tome, évidemment. Une grosse Battle Force, là aussi, qui ne déçoit
soit pas le moins du monde. Et pour finir, une nouvelle Spearhead tout autant bandante. Bref, côté AOS, on mange quand même plutôt bien. Il y a de tout. On a des nouveaux éléments de décor, on a des régiments de renom. Bref, là, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que ces deux gammes connaissent un petit enrichissement très, très bienvenu. Du côté de Blood Bowl, cette fois, on nous offre une nouvelle équipe de hauts elfes, des hauts elfes en short. Donc, pas décevant pour dessous, même si je trouve que dans ces kits, il y a toujours un peu trop de doublons et ça doit être assez dur finalement à faire varier tout ça. Mais on a ce qui fait une belle équipe de hauts elfes, avec les guerriers phénix, les lions de je sais pas quoi, là. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dans le lore haut elfe Warhammer. Mais bref, un nouveau petit kit tout à fait cool, et c'est vrai que des elfes en short, moi ça me fait pas mal délirer, ça risque de faire rager quelques joueurs nains. En tout cas, Blood Bowl, la V3 est en cours, tout est dispo, il y a eu quand même pas mal de nouveaux kits, tous plus beaux les uns que les autres. On en ajoute désormais un à la liste, ce seront les hauts elfes. Donc peut-être que bien que pour moi cette année 2026 marquera peut-être mes grands débuts à Blood Bowl. À vrai dire, si je joue à Blood Bowl, ce sera avec des gnomes et des oies et des renards, mais voilà, ça c'est pas négociable. Si je joue à Blood Bowl, ce sera forcément des gnomes. Du côté de Horus Heresy, cette fois, tout simplement, on est sur une reveal sans surprise qui vient continuer ce renouvellement de l'infini des gammes Forge World avec cette fois-ci le super lourd Glaive, donc qui est une variation du châssis Fellblade sorti dernièrement. Donc un bon gros Glaive, un bon gros blindé super lourd. Voilà, rien à dire de plus. Ce n'est pas décevant. Malheureusement, c'est un peu cher, ces kits-là, 150 balles. Pour moi, je trouve ça vraiment très très cher. Et cette sortie s'accompagne d'un nouveau Whirlwind, qui lui est véritablement mignon comme tout. Il y en a eu des déclinaisons de Whirlwind, celle-là, je trouve que c'est la plus réussie d'entre toutes. Elle se base sur le châssis Rhino Deimos, Deimos Pattern, qui est le châssis de Rhino, à mon sens, le plus beau, le plus actuel. Même à 40K, on aurait tort de se passer de ce kit Horus Heresy. Ce nouveau Whirlwind, il est mignon comme tout. Est-ce que j'aurai le courage d'en peindre pour compléter un peu mes blindés Iron Warriors? Je ne sais pas, j'en ai un peu trop mangé pour l'instant. Mais en tout cas, un kit de Whirlwind qui est tout mignon, et là encore on aura bien tort de s'en passer pour l'incarner à 40K. Bon, on en vient à l'acte final de cette révélation. À vrai dire, un acte final que moi, je n'attendais pas forcément. Il s'agit tout simplement de la nouvelle gamme Custodes. Donc, à vrai dire, cette gamme était attendue. Mais moi, j'en attendais quoi? J'en attendais tout simplement, comme ils font pour les autres factions du jeu, c'était le renouvellement de la gamme Forge World existante, faisant passer le support de la résine au plastique. Ils nous ont offert beaucoup plus que ça. Donc, naturellement, le renouvellement des kits véhicules est au programme, avec les châssis Caladius, donc ce fameux blindé Custodes qui peut être équipé de deux manières différentes, anti-infanterie ou anti-tank. Donc là, on est sur quelque chose qui ne bouge pas d'un iota. Idem pour la gamme de Dreadnought, que ce soit le Achillus ou le Galatus. Donc ces deux variations du châssis Dreadnought Contemptor Custodes. Là, on voit 2-3 trucs qui changent quand même, et ces kits paraissent bien plus beau, tout simplement, que leur équivalent en résine. Il y a plus de détails. On note aussi que tous ces châssis là, tous ces blindés, tous ces Dreadnought, il y a une certaine rondeur supplémentaire qui est venue s'ajouter un peu au sculpte. Les angles sont justement moins anguleux. Bon, en tout cas, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, sans surprise. Bon, là, clairement, vos vieux modèles en résine, ils ne subissent pas vraiment le poids des ans, parce qu'on est sur quelque chose de quand même très similaire. Donc, côté châssis, c'est un carton plein. Tout ça est maintenant disponible en résine, et ça fait bien plaisir, y compris même le transport super lourd Coronus, qui est vraiment gigantesque, celui-là. À vrai dire, c'est le seul blindé que je n'ai pas encore, et c'est vrai que ce gros transport custo, lui, je sens qu'il va venir gonfler mes effectifs. Là, en plastique, ça va tout simplement être du bonheur. Un gros Coronus, ça a une gueule terrible. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'ils nous ont fait toute l'infanterie.
Donc là, c'est là où je voyais pas vraiment Game Workshop venir. Donc vous avez un tout nouveau kit de garde custodien complètement redesigné. Donc là, avant toute chose, c'est surtout une histoire de proportion. Les custos à 40K, bah déjà, ils font la même taille qu'un Primaris, hein, alors qu'ils sont quand même censés être plus grands. Mais ils sont également un peu pâteaux. Ils sont petits, trapus, avec des membres un peu épais. Le meilleur exemple en la matière, c'est le dernier Capitaine Rempart qui nous ont sorti, qui est tout ramassé sur lui-même, qui est tout moche, à vrai dire. Bah là, tout est nouveau, tout est très grand, tout est élancé, tout a gagné en détail. Il suffit de regarder les boucliers, les armes, les étendards, les armures sont mais de toute beauté. Tout est refait. Les cimiers sont d'une hauteur absolument délirante, hein, et ça fait vraiment référence aux toutes premières illustrations connues de la garde custodienne pour Horus Heresy. Même dans le livre Warhammer 40 000 V3, on en avait comme ça, hein, avec des cimiers mais super hauts, des aumes mais étirés jusqu'à l'envie. Ce qui en fait, à mon avis, de tout ça, des figurines très grandes. Et cette fois, qui marque définitivement la différence avec l'Astartes. Bon, bah tout est terrible, hein. Là, les nouveaux custos, franchement, il n'y a rien à dire. Les poses sont cool, elles sont assez statiques, mais moi, c'est comme ça que j'aime bien voir les custodes, hein, qui sont des gardes, qui sont des veilleurs. Moi, j'aime pas trop le délire custodes en train de courir. À vrai dire, dans le kit standard 40K, il y a quelques trucs assez ratés à ce sujet. Là, on est vraiment sur des kits assez figés, certes, mais qui ont une allure terrible, hein, et le tout, du coup, en deux variantes. Alors, donc, la gamme Custodes classique avec une hallebarde, et l'autre, la gamme Sentinelle avec épée et bouclier. Et les boucliers seuls, mais qu'est-ce que c'est classe, quoi. Qu'est-ce que c'est classe! Donc le tout nous est offert avec naturellement un tout nouveau Capitaine Rempart qui brille de par sa pose, là encore hyper statique mais très très menaçante, très très glorieuse. Donc gros carton, hein, du côté des custos. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Évidemment, mon armée à 40K, elle a pris un solide coup de vieux. Néanmoins, pas sous tous les aspects, parce qu'il y a quelque chose à noter du côté des nouveaux Venatari. Eh bien les gars, les nouveaux Venatari, je crois que c'est le retour du sculpteur stagiaire, celui-là même qui nous avait gratifié de magnifiques côtéas ou gardes sanguiniennes. Je crois qu'il est de retour. Il est à l'œuvre dans ces nouveaux Venatari, que je trouve pas beau. Pour exactement les mêmes raisons que je trouve la garde sanguinienne ratée. Les poses sont pataudes, il n'y a pas de mouvement, il y a trop de rondeur dans les sculptes, le pactage dorsal, là, les ailes, c'est trop rond tout ça, c'est pas assez tranchant, c'est pas assez vif. Même si ces gars sont dotés d'armures plus légères que la garde custodienne standard, ici on ne ressent pas cette légèreté. Les poses sont balourdes et je mets ma main à couper qu'il s'agit du même sculpteur que la garde sanguinienne, tant les défauts sont complètement similaires. Donc là, pour le coup, autant garder les bons vieux Forge World qui sont, à mon sens, bien plus réussis. Là, non. Là, à mon sens, ça ne marche pas. Et on voit clairement le gap en qualité entre ces Venatari et les troupes normales. Il n'y a pas photo. Tout est magistralement plus beau ailleurs que dans ces Venatari. Donc dommage quand même, ça fait une petite verrue, hein, sur cette nouvelle gamme. C'est pas très très cool, hein. C'est pas très très cool. Et donc, pour finir au sujet de ces custodes, naturellement, ça ne vous aura pas échappé, mais les filles sont là, les custodes sont là. Donc, c'est la fin probablement, ou pas, d'un débat interminable sur est-ce que les filles custodes, c'est cool ou pas. Moi, quand je vois le résultat en termes de figurines, à vrai dire, c'est ce que j'aurais aimé avoir eu dès le début de tout ça, hein. Si tu changes le lore et que tu as des nouvelles figurines pour appuyer la chose, ce sera toujours mieux accueilli en fait, hein. Donc là, on a quelques exemples, hein, de têtes féminines nues. Ça passe crème. Ça passe crème à mon sens parce que on a gagné un peu en finesse globale dans ces figurines. Les proportions sont plus fines, plus grandes. À vrai dire, au même titre qu'avec des Stormcast, le passage de homme à femme, il se fait très bien. Donc on peut discuter 1000 ans de ce que c'est cool en termes de lore ou pas. À vrai dire, le lore concernant les femmes custo, il n'y en a
aucun. Ça nous a tout simplement été jeté au visage comme ça. Ok, ça a toujours existé, c'est comme ça. Ce qui a été drôle, c'est de voir en fait Warhammer Community nous sortir un petit article un peu dédié à ça. C'est que New Custodes, vos questions répondues. Ils font un peu la lumière sur l'existence de ces nouvelles femmes custo. Ils font un peu la lumière là-dessus. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils vous précisent dans la foulée que contrairement aux Custodes, il n'y aura jamais, par exemple, de Space Marine femme venant rassurer un peu pas mal de monde là-dessus. Parce que là, c'est vrai que le Space Marine femme, waouh, ça aurait été une pirouette scénaristique du feu de Dieu. Là, c'est vraiment 40 ans d'histoire à réécrire. Bon, sur les custos, moi, à mon sens, ça passe très bien en termes de figurines. Donc, pourquoi ça a été fait ? Ça, le débat reste ouvert. C'est vrai que tout ce qui a trait au wokisme, au score ESG et tout, ça sert à rien de vouloir faire la politique de l'autruche à ces sujets-là. Ça existe, c'est porté par toutes les plus grandes multinationales du monde. J'en sais quelque chose parce que parfois j'ai travaillé avec une équipe dédiée à ça dans mon dos, qui comptait en fait le nombre de représentants de minorités au sein d'une série. Voilà, et je peux vous dire que ces mecs étaient des trous du cul, mais finis, parmi vraiment les pires trous du cul que j'ai jamais croisés de ma vie, qui défendent l'inclusivité à tout va en étant de vrais fils de pute. Enfin, oh là là, c'était infernal. Je pourrais vous raconter cet épisode-là de gens qui comptaient les noirs dans une série. Ok, bon, moi j'appelle ça du racisme, mais bon, pour eux, apparemment, ce n'est pas vraiment un problème. Bref, on peut débattre des femmes custo pendant 1000 ans. Moi, à vrai dire, maintenant, je m'en fous. Parce que les figurines sont là, elles sont belles. Dans les derniers écrits que je suis en train de lire, comme par exemple La Grande Purge sur les cendres de l'Imperium, on a des femmes custos sans que cela ne vienne perturber le moins du monde le récit. Donc, est-ce que ça a été fait pour des bonnes ou des mauvaises raisons ? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est un mélange des deux, tout simplement. En tout cas, maintenant, c'est là. De toute manière, il faut l'accepter. Enfin, ou pas. Si vous voulez casquer toutes vos custodettes, vous avez les moyens de le faire. D'ailleurs, la question avait été posée en live durant leur événement. Ça m'avait fait rire. Mais bref, en tout cas, elles sont là. Les custodettes, elles font partie d'une nouvelle gamme qui est de toute beauté. C'est juste dommage pour ces petits Vénatari qui, à mon sens, méritaient au moins le même traitement de faveur. Bon, tant pis, globalement, la gamme est cool. Donc, après, on peut se poser des questions. Ça, ok, ça sort pour Horus Heresy. Est-ce que la gamme 40K va être adaptée en conséquence ? On ne sait pas trop. Moi, je pense que non. Je pense que les kits 40K continueront d'exister parce que là, c'est un peu la rencontre entre deux directions artistiques, à vrai dire. Ça ne vous a probablement pas échappé, mais dans Horus Heresy, on est sur des proportions autrement différentes qu'à 40K, que ce soit du côté des Astartes, des humains ou du Mechanicum. Les choses sont plus fines, les choses sont également beaucoup plus gothiques, beaucoup plus baroques. Voilà, il suffit de regarder la nouvelle incarnation d'Angron pour se rendre compte. On est sur un Angron plus fin, avec des muscles plus fins, qui ressemble moins à une brute épaisse et qui, par exemple, porte une armure mais autrement plus détaillée que son équivalent à 40K. Donc ça, on verra ce que l'avenir nous réserve concernant les custos à 40K. Est-ce qu'ils vont s'aligner sur ces nouveaux modèles ? Des nouveaux modèles qui, à mon sens, sont infiniment supérieurs à ceux existant 10 000 ans plus tard. Là, il n'y a vraiment pas photo, tout est plus beau. Tout est plus glorieux, les poses sont meilleures, les visages sont plus beaux. Enfin bref, c'est un sans faute du côté custo. Et tout ça, c'est très cool. C'est vraiment très cool. Donc on a quand même bien mangé durant ce nouvel événement entre les Red Corsair, les Corsair Eldar et les custos. Sans oublier tout le reste, il y a eu quand même, c'était quand même un bel événement, pas décevant pour dessous. Bon j'ai envie de dire maintenant, on attend la suite. Il y a quand même beaucoup de spéculations qui viennent concernant cette campagne qui est loin d'être terminée. Le prochain chapitre s'appellera L'œil de la terreur et on le sait, il mettra en scène de l'Iron Warriors. Cependant, qui y aura-t-il en face ? Ça penche plutôt pour de la Ravenwing Dark Angel si on écoute certaines sources. Enfin bref, en gros, il ne peut se passer que des trucs cool pour cette campagne de fin de version. C'est juste dommage que le format soit aussi brutal parce que là, les gros kits à 65 €,
avec plusieurs bouquins. Donc moi, typiquement, là-dedans, ça m'intéresse quand même. La partie lore m'intéresse, la partie board in action m'intéresse, mais là, c'est quand même beaucoup trop de pognon, à mon sens, pour une campagne de fin d'édition dont on ne sait même pas si elle pourra traverser les mois sur la longueur, quoi. Vous connaissez l'état des règles Game Workshop, ça change sans arrêt. À 40K, c'est devenu hystérique. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir dans les 200-300 balles de bouquins alors qu'on ne sait pas ce que la V11 nous réserve? C'est quand même assez compliqué de spéculer là-dessus. Bon, les mecs, c'est la fin de cette petite gazette. Naturellement, au cours de l'enregistrement de cette gazette, il y a eu des nouveaux éléments qui se sont présentés à moi. Ça concerne les réunions Super Warp. Notez sur votre agenda le dernier samedi de février et le dernier samedi de mars, on va faire du 2 versus 2 à Warhammer 40 000 à la grotte à bière, comme je vous l'avais annoncé précédemment. Donc c'est pas grave, je pensais vous dévoiler le planning du premier semestre en intégralité, mais il y a encore trop d'éléments qui attendent des réponses. Donc je prends les devants et on commence par les 2 premiers événements de cette saison 2026. Donc 2 réunions à la grotte à bière, Ruralhammer 2 versus 2. On vise un effectif d'à peu près 12 personnes. Je vous en dirai plus tout bientôt. Rendez-vous sur le Discord pour les détails de ces événements et les modalités d'inscription. Voilà les gars, c'est fini pour les news fraîches. On se régale. Voilà, Warhammer, on se régale toujours. Les événements sont à la hauteur. Il y a des nouvelles figurines partout. Il y a des nouveaux projets partout. Et c'est vrai que moi, ce projet Red Corsairs à Board in Action, il me fait de l'œil, on va pas se mentir. Mais bon, on ne peut pas tout faire non plus. Voilà. Il faut rester sage de temps en temps. Bon les mecs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. À vrai dire, j'ai un bon planning d'émissions à venir. Là, il y a plein d'idées qui fusent. Je suis inspiré en ce moment. Faites-moi confiance pour vous partager tout ça. On se donne rendez-vous très prochainement pour la foire aux questions et les 2 ans de Ruralhammer. Je vous y attends nombreux. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. À vrai dire, j'en ai déjà un paquet, mais il vous reste quelques jours pour m'en envoyer encore. Allez, gros bisous les mecs. Portez-vous bien. Bon hobby, bon jeu et bonne peinture. On se retrouve très très vite. Salut.